Bonjour à tous mes chers amis golfeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ma chaîne 33 Golf Lab. Vidéo où nous allons parler de ce shaft très atypique, le BGT Red Zone, très atypique, hein, avec vous voyez ce diamètre très distinctif sur la partie haute et médiane du shaft. Un shaft, je l'en remercie, deux shafts, même trois, en prévision de montage de wedge envoyé par Nicolas, notre valeureux directeur du golf de Baugé, Nicolas, qui m'a envoyé ces trois shafts il y a 3-4 mois déjà. Le temps passe si vite, et en me disant Arnaud, mets-les de côté, je pense que j'aimerais que tu me les montes sur mes futurs wedges, et par hasard, si tu pouvais faire une vidéo, Nicolas, je t'ai entendu. Aujourd'hui, dimanche, grisaillou, après une semaine de soleil total ici sur ma presqu'île, enfin, en tout cas dans cette région bénie des dieux du sud-ouest. Aujourd'hui, comme prévu, Météo France ne s'est pas trompé, un petit peu de crachin derrière moi et ça va a priori aller de mal en pis. Mais bref, revenons à ce shaft. Alors c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai la chance d'avoir quand même derrière moi maintenant un certain bagage historique des shafts. Ce shaft m'a tout de suite fait penser à un shaft de 1995 qui s'appelait le Bubble, qui avait été lancé par TaylorMade sur ses burners, sur les fers, sur les bois, sur les drivers. Le Bubble que vous allez trouver en incrustation, qui avait effectivement une partie haute du shaft extrêmement proéminente. Déjà à l'époque, des tentatives effectivement pour altérer la notion de flexibilité, de feeling d'un shaft. Et je me souviens d'ailleurs pour la blague, mais qui n'est pas vraiment une blague, hein, qui est tout à fait véridique, que TaylorMade avait commis une seule erreur avec ce shaft, avec ce Bubble. Je m'en souviens très bien, c'est que la partie haute du shaft était tellement épaisse justement qu'ils étaient irregrippable. C'était vraiment extrêmement difficile de remettre des nouveaux grips lorsque les grips étaient usés sur ces shafts. Et je crois que c'est ce qui avait provoqué la fin de ces bubbles. Mais enfin, on en retrouve encore sur eBay. J'ai une connaissance qui les joue encore. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que en 2025, donc on est bien après 1995. Méfions-nous lorsqu'on entend parler d'innovation radicale. C'est un concept qui a été donc tenté il y a bien longtemps. Ici, dans une forme évidemment plus moderne, plus poussée. Ce sont des shafts de wedge qui existent en 3 grammages, nous dit BGT. J'avais été contacté par le PDG de BGT, il m'avait envoyé un email, un catalogue, etc. Mais quand j'ai vu les prix, j'avoue que sincèrement, je me suis abstenu. Faut quand même le dire, c'est des shafts qui sont pas donnés au-delà des 110, 120 euros pièce. Mais bref, pour la vidéo, je veux bien l'analyser. Shafts qui sont donc ici c'est la version 115 grammes, existe aussi en 130 et en 90. Et tout de suite, on peut dire d'ailleurs que méfiez-vous également, c'est une parenthèse que j'ouvre, parce que ce shaft permet de parler d'autres shafts finalement. C'est un message que je raconte souvent à l'atelier. Méfiez-vous des grammages, des poids écrits sur les shafts. Dans la grande majorité des cas, ce poids est en fait, et c'est ici le cas, il fait bien 115 grammes ce shaft. Sauf que lorsqu'on lui monte une tête de wedge dessus, on tombe à 38 pouces sur la taille d'un fer 5. Donc si on enlève ensuite, mettons 3 pouces pour tomber sur une valeur standard de wedge, on peut lui enlever facilement 10 grammes à ce shaft. Donc 115, on est en réalité à 105 grammes. Et ça, c'est valable pour de nombreux shafts. Je vais pas me lancer là-dedans. Il n'y a que 2 marques japonaises, à ma connaissance, qui donnent les valeurs précises après coupe et non pas avant la coupe. Cela étant, donc effectivement, ce shaft, il est intéressant à analyser. Je l'ai sectionné, comme je fais toujours, pour ma base de données. Vous voyez, le butt, le mid et le tip, donc de 5 inch en 5 inch, en démarrant donc au tip avec 11 pouces. Cette méthode, je l'utilise depuis mes débuts, ce qui me permet de pouvoir comparer ces chiffres qui sont clairement, aujourd'hui, je le vois de plus en plus, la seule façon mathématique, scientifique, rigoureuse de pouvoir comprendre un shaft, de pouvoir comprendre cette distribution de sa rigidité sur ces 3 zones, le tip, le mid et le butt. Donc ici, tout de suite, évidemment, lorsqu'on voit cette forme, ce diamètre, on ne peut que penser, et je vais aller les mesurer, on ne peut que penser qu'on a donc un butt et un mid extrêmement rigides, en tout cas c'est ce qui est expliqué sur leur site, 2,5 fois plus raide, nous est-il dit sur le site de BGT, donc on va aller le voir tout de suite.
Et puis on va remonter le temps. Tiens, je vais vous faire une petite coupure. On va remonter 4 ans en arrière parce qu'effectivement, oui, cette notion de diamètre de shaft permettant à un ingénieur, à un designer de shaft de distribuer différemment le flex, le spin et le launch, j'en parlais déjà sur ma chaîne il y a 4 ans, retour en arrière à Florac, où je me mets dans la peau d'un designer de shaft. Il y a pour schématiser 3 grandes façons de distribuer la rigidité d'un shaft. La première et la plus importante, c'est le diamètre du shaft. Il ne vous a pas échappé qu'un shaft est conique. Il a des diamètres différents, beaucoup plus fins au tip, beaucoup plus épais vers le grip. Mais les designers peuvent s'amuser à produire différents types de diamètres à différentes zones du shaft. Alors, ça c'est vraiment ce qui va avoir une influence directe sur la rigidité, sur la flexibilité. Plus le diamètre est gros, plus le shaft est rigide. Raison pour laquelle, je vais vous donner un petit exemple intéressant. Hier, je me suis amusé à construire un petit pitching wedge pour ma fille, pour qu'elle puisse faire des approches dans le jardin. Bon, ce shaft mesure 30 inches. Il est extrêmement court, mais il est extrêmement souple. C'était ma volonté pour qu'elle apprenne à faire des balles plus facilement hautes, etc. Et puis tout simplement parce qu'elle a 10 ans et que ça correspond, je pense, à son profil. Lorsqu'on regarde ce shaft, on s'aperçoit qu'il a le même diamètre qu'un shaft pour adulte. D'ailleurs, c'est une tête pour adulte que j'ai montée. Mais par contre, le diamètre ne change quasiment pas jusqu'à cette zone. Par contre, il commence à devenir un peu plus épais au niveau du grip. Cette façon de concevoir un shaft permet effectivement de concevoir des shafts pour juniors qui sont très raccourcis. Bon. Donc le diamètre est une variable clé. La deuxième variable sur laquelle les ingénieurs peuvent jouer, c'est le poids, là aussi, et on le sait depuis l'époque des premiers plugmakers, au début du XXe siècle. Plus un shaft est lourd et plus il sera rigide. Dans 90% des cas, même encore aujourd'hui. Enfin, la troisième façon de jouer sur la rigidité, c'est jouer tout simplement sur les différents composants, sur les différents matériaux qui vont constituer ce shaft. C'est l'exemple vraiment très intéressant d'un shaft qui s'appelle le Steel Fiber, qui est disponible en plusieurs grammages, qui est un shaft mi-graphite, mi-acier. Ce sont des fibres d'acier et qui a rendu ce shaft extrêmement populaire sur le Tour Senior, notamment aux États-Unis, parce que c'est un shaft qui est à la fois très léger, mais qui est à la fois extrêmement rigide. Voilà, donc ça c'est les 3 façons pour un designer de jouer sur la rigidité d'un shaft. Allez, c'est parti, on va faire osciller ce shaft avec ma vieille Goldsmith dans toutes ces zones. Donc je démarre toujours en haut avec le butt 342. Hop. On descend de 5 pouces. Un petit reset. Tac. Ça paraît très vite. 407. 407. Dernière partie du butt. On rentre même dans le mid. Section médiane. 456. Ici, apparemment, il y a un renfort en aluminium là-dessous, d'après ce que j'ai vu sur le site internet de la marque. La jonction ici entre ce diamètre et l'autre, qui devrait être extrêmement raide apparemment. Oui, ça, effectivement, ça grimpe assez vite. 625 cycles par minute, bien évidemment, et non pas hertz. Hein. Et enfin, on attaque le type. Dernière partie du shaft, pas être évidente à mesurer parce qu'effectivement, je suis sur deux zones, là, 2 diamètres. Bon, ça devrait passer. On va quand même essayer. Ça passe. 825,3 cycles par minute. Alors, après 5 minutes de recherche dans ma base de données, effectivement, on peut conclure que ce shaft BGT Red Zone fait ce qui est dit par le designer, à savoir une partie haute, butt et mid extrêmement raide. En fait, il n'y a aucun équivalent sur le marché, même en allant voir des shafts raides comme le Steel Fiber 125 pour wedge. Il
a pas d'équivalent. Là, on est vraiment dans de extra stiff sur le butt et sur le mid pour ce BGT Red Zone. En revanche, la partie basse, c'est intéressant. Les 11 derniers pouces, donc la partie basse, celle qui a une si grande importance sur le spin et le launch, on a des chiffres tout à fait cohérents avec des shafts graphite classiques en stiff. Par exemple, le 825 pour le BGT, on est à 840 sur le Steel Fiber 125, 865 pour le shaft Tom Wishon, le 105 Red qui est très costaud. Voilà, donc c'est vraiment ça ce que je peux dire de façon très très schématique. À qui s'adresse ce shaft? Ensuite, ben voilà, des golfeurs qui effectivement ont quand même la tonicité, l'envie de ressentir un shaft de wedge extrêmement raide, extrêmement stable, mais avec la contrepartie de peut-être en termes de feeling, de ne pas convenir à certains golfeurs. À nouveau, j'ai pas vraiment d'avis, je ne l'ai pas essayé ce shaft. Je regarde simplement les chiffres. A priori, c'est un shaft que moi personnellement, je n'ai pas vraiment envie de tenter. Je suis très bien avec les shafts rifle que je joue, qui sont beaucoup plus doux que ce type de shaft. Voilà, mais la porte effectivement est ouverte pour certains golfeurs. C'est le but de toute façon de ces designers de shaft, de lancer des modèles qui peuvent correspondre à certains types de golfeurs. Je le verrai très bien, ce type de shaft, pourquoi pas effectivement, sur des golfs extrêmement vantés, sur des links où les conditions météo sont assez souvent épouvantables pour bien contenir ces trajectoires. Ça me semble une idée assez intéressante. C'est un shaft que je verrais bien pour le British Open, par exemple. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce BGT Red Zone. Je voulais, avant de vous quitter, dire un grand merci à tous ces golfeurs qui sont venus me voir en fitting, passer une journée avec moi au mois d'octobre, qui ont pour beaucoup d'entre eux traversé la France. Annecy, qui sont venus de Suisse. Au mois de janvier, je vais recevoir un golfeur qui va venir de Quimper, passer 2 jours en ma compagnie. Merci à ce golfeur de Dijon qui m'a contacté par téléphone, m'expliquant qu'il ne pouvait pas vraiment se déplacer, mais qui aimerait par téléphone, par WhatsApp, par vidéo interposée, que je lui construise un driver sur mesure. Ça ne remplace pas évidemment le face-to-face, mais pourquoi pas, ce genre de démarche m'intéresse. Donc merci à tous ces golfeurs qui en tout cas m'écrivent, me téléphonent, me disent merci pour mes vidéos, pour mon travail, qui sort un petit peu du lot apparemment. Donc voilà. Prochaine vidéo, on va rester sur des shafts parce que j'ai quand même pas mal testé au cours des 4-5 derniers mois, le Ventus Red et le Ventus Black. Je vous dirai ce que j'en pense. Pareil, les chiffres ne trompent pas. Et je pense que ça peut donner le lieu à une vidéo assez intéressante. À très bientôt et n'hésitez pas à poster vos commentaires.